Bonsoir à tous, vous êtes sur RTI 1. Merci de nous suivre. Les titres de ce lundi. Oslo, en Norvège, abrite une rencontre sur les mécanismes du financement mondial. Le Premier ministre ivoirien va y prendre part. Mais déjà aujourd'hui, une table ronde s'est ouverte sur l'amélioration du système de santé avec des partages d'expériences réussies en la matière. 2 projets de loi ont été adoptés ce jour à l'Assemblée nationale. Ils portent sur les sanctions administratives applicables aux militaires et sur les peines d'emprisonnement et sanctions pécuniaires contre toute personne collectant des fonds pour le terrorisme et organisant le voyage de personnes pour des actes terroristes. Abissa 2018, les festivités vont se dérouler cette année en une seule journée et ce sera le samedi 10 novembre prochain. Une cérémonie de purification de la place Abissa de Grand Bassam est prévue pour après-demain mercredi. Et au Cameroun, 82 personnes, dont 79 élèves, ont été enlevées ce lundi. Cet enlèvement perpétré par des hommes armés non identifiés intervient à la veille de la prestation de serment du président Paul Biya. Bienvenue et merci de vous informer sur RTI 1. Direction Oslo, en Norvège, le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly y est pour la conférence portant sur le mécanisme de financement mondial. Mais avant, une table ronde s'est ouverte ce matin sur les actions réalisées par plusieurs pays dans le cadre de l'amélioration de leur système de santé. On quitte la Norvège pour Dubaï dans les Émirats arabes unis. La Côte d'Ivoire y a été élue au Conseil de l'Union internationale des télécommunications lors de la 20e conférence des plénipotentiaires 2018 qui se tient jusqu'au 16 novembre prochain. Ce conseil examine les grandes questions de politique de télécommunications dans le monde. Pour le ministre ivoirien de l'économie numérique et de la Poste, Claude Isaac Day, cette élection de la Côte d'Ivoire vient soutenir les réformes engagées par le gouvernement. Le pays est classé 3e en Afrique de l'Ouest et 7e en matière de cybersécurité en Afrique subsaharienne. En matière de lutte contre le terrorisme également, la Côte d'Ivoire se met aux normes internationales. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Sanson Kambilé, a présenté aujourd'hui lundi un projet de loi en la matière. Et le ministre d'État en charge de la Défense, lui, a présenté un projet de loi sur les sanctions administratives applicables aux militaires. Les 2 textes ont été adoptés à l'unanimité. Kolo Coulibaly. 2 projets de loi sur la table des députés ce lundi. Le premier porte sur les sanctions administratives applicables aux militaires. Il a été défendu par le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Selon lui, il vient renforcer le régime de sanctions en vigueur depuis 2017. Cette loi va nous permettre de renforcer l'esprit de discipline. C'est important que les militaires et les gendarmes soient disciplinés et beaucoup font des efforts. Donc cet instrument va nous permettre de prendre des mesures dissuasives pour tous ceux qui ne se comportent pas comme il faut dans les armées et dans la gendarmerie. Je pense que cela est important. Nous avons besoin d'une armée républicaine, une armée disciplinée, une armée forte au service de la République qui protège les populations. Ce texte a été adopté à l'unanimité par la Commission Défense et Sécurité qui a également planché sur un 2e projet porté cette fois par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ce texte modifie la loi de 2015 sur la répression du terrorisme. La résolution 2253, tout en réaffirmant les initiatives internationales relatives à la lutte contre le terrorisme et son financement, aborde la problématique du financement et de l'organisation des voyages de personnes qui se rendent dans un état autre que leur état de résidence dont elles sont les nationaux, dans le dessein de commettre, d'organiser ou de préparer des actes de terrorisme ou afin d'y participer ou de dissiper ou de recevoir un entraînement au terrorisme ou de participer à d'autres activités qui facilitent ces actes, y compris le recrutement. Selon l'article introduit dans la loi de 2015, il est prévu une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans et une amende de 300 000 à 3 millions de francs CFA. L'amende est portée au quintuple pour les personnes morales. L'inspection générale d'État a lancé ce lundi une formation sur les outils et
méthodologie d'inspection et d'audit. Elle s'adresse à toutes les ressources impliquées dans le contrôle des affaires de l'État pour une meilleure efficacité de la gouvernance publique. Lansine Bakayoko. Ils sont au nombre de 60, tous issus du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs des ministères, à suivre cette formation de 6 mois sur les outils d'inspection et d'audit. Il vise plus précisément à mieux comprendre les notions, les principes, les référentiels, les modalités et les implications du contrôle interne et du management des risques. Ce cycle de formation est rendu nécessaire en raison des nouvelles réformes liées aux finances publiques et surtout des directives de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, en matière notamment de bonne gouvernance. L'inspecteur général d'État s'est engagé à doter l'ensemble des acteurs de contrôle de solides connaissances des normes référentielles, ce qui requiert certainement la maîtrise des outils d'inspection et d'audit, leur évolution et surtout les bonnes pratiques opérationnelles. Ces bonnes pratiques opérationnelles à maîtriser concernent par ailleurs l'inspection, l'audit interne et la lutte contre la fraude. 2 aspects vont essentiellement meubler les travaux. Le premier, théorique, est axé, entre autres, sur la revue des textes, les dispositifs techniques et leur évolution. Le deuxième, pratique, est orienté vers les exercices et études de cas. Notre conviction est que la formation et le renforcement des capacités constituent le meilleur levier pour tirer de chacun de chacune le meilleur de nous-mêmes, pour nous amener à nous surpasser et à nous donner les moyens de renforcer notre créativité et notre esprit d'innovation. Ce programme de formation commence en novembre 2018 pour s'achever en mars 2019 et se déroulera sur 5 sessions de 10 jours par mois. Le ministre de la Ville, François Albert Amichéa, multiplie les rencontres pour la bonne gestion de son nouveau portefeuille ministériel. Il a échangé avec son homologue en charge, 16 homologues en charge de la construction, du logement et du plan, au fin de s'accorder sur la gestion de leurs attributions communes. Alexis Ouedraogo. L'urbanisme, la construction et le logement sont les 3 principales exigences d'une ville. François Albert Amichéa, responsable du nouveau ministère de la Ville, rend visite à ses collègues, notamment celui du logement. Une rencontre pour poser les bases de coopération. Depuis, on peut dire, une quinzaine d'années, il y a eu un laisser-aller à ce niveau-là. Alors que, de mon point de vue, ce qui fait la beauté d'un cadre urbain, ce qui fait la beauté d'une ville, quand on arrive souvent de l'étranger, on dit j'ai visité telle ville, c'est une très belle ville, etc. C'est l'urbanisme. Deuxième rendez-vous, c'est au ministère du Plan et du Développement que la ville s'invite, un tête-à-tête au terme duquel les 2 membres du gouvernement disent leur volonté de mutualiser leurs efforts pour la planification urbaine. La planification urbaine est une exigence pour nos gestionnaires de cités. Nous procédons actuellement au renouvellement des mandats municipaux. Bientôt de nouvelles équipes vont s'installer. Et il est bon que, en liaison avec le ministère de l'Intérieur et vous-même, nous puissions rencontrer les nouveaux élus pour leur dire les attentes du gouvernement en matière de planification. Mieux, ils mettent sur place une plateforme de travail et de suivi des différents projets. Le ministre de la Ville devrait entreprendre la même démarche auprès d'autres ministères en vue d'une gestion efficace et participative des villes. Les centres de santé publique de Côte d'Ivoire ont observé un ralentissement au niveau de leurs activités ce lundi matin. Le motif, une grève des agents de santé du service public. Ils réclament des primes et de meilleures conditions de travail. Même disposition dans la région de Gbeke. Le seul CHU de l'intérieur du pays fonctionne depuis ce matin en service minimum. Les patients qui s'y rendent tout de même sont reçus dans de bonnes conditions. Kader Sogodogo. Centre hospitalier universitaire de Boaké, le directeur général constate le fonctionnement du service minimum suite à une grève qui frappe le secteur de la santé. Il y a un infirmier qui est là pour le service minimum. Il y a des internes du service qui sont là. Il y a quand même un service minimum dans tous les services d'urgence pour accueillir tous les cas d'urgence qui vont venir.
Au CHU, les patients se sentent bien reçus. J'ai été victime d'un accident. Ils m'ont bien accueilli. Donc on attend pour commencer les soins. Je ne sais pas qu'il y a une grève. Bon, j'ai accouché le mercredi. J'avais des petites douleurs que je suis venue pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour moi. Et le médecin m'a reçu, m'a rassuré, puis m'a prescrit un anti-inflammatoire. Dans les centres périphériques, le constat est tout autre. Les patients en font les frais. On peut dire en quelque sorte, c'est eux qui nous sauvent la vie. Donc la maladie elle ne prévient pas. Moi et ma fille, quand on ne se sent pas bien, on vient aujourd'hui et il y a une grève. Donc là c'est compliqué. Des explications avec la Cordi Santé région de Gbeke. Nous sommes la Cordi Santé qui depuis ce matin avons observé une grève dans les structures sanitaires publiques et nous en avons jusqu'au vendredi. Ils sont 12 syndicats qui ont signé cet arrêt de travail qui va durer 5 jours. Ils sont pour la plupart des infirmiers, des sages-femmes, des aides-soignants et d'autres fonctionnaires du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Et nous vous donnons maintenant lecture d'un communiqué du syndicat national des cadres supérieurs de la santé, SYNACASI. Le groupement syndical Cordi Santé a déposé un préavis de grève qui commence le 5 novembre 2018 dans le secteur public de la santé. Le syndicat national des cadres supérieurs de la santé n'est pas signataire de ce préavis de grève. Par conséquent, le bureau exécutif national invite tous ses militants et sympathisants à ne pas prendre part à ce mouvement de grève, mais de rester mobilisés et à l'écoute de leur syndicat. Et c'est signé le secrétaire général ACPES Esso Guillaume. Dans le domaine agricole, un mois après l'ouverture de la campagne café-cacao, le préfet de police de Daloa appelle à la vigilance. En vue de réduire les braquages durant cette campagne, il a recommandé aux opérateurs de recourir à la protection policière lors des déplacements de fonds. Direction la région du Haut-Sassandra avec Ngana Konaté. La police de Daloa en tournée d'échange et de sensibilisation avec les opérateurs de la commercialisation du café et du cacao. Au cours de cette rencontre avec la communauté burkinabé, le préfet de police a appelé les acheteurs et sociétés coopératives à la vigilance. Ouattara Lansina explique le mode opératoire des bandits, souvent postés devant les banques ou après les corridors. Là, dans leur groupe, il y a un qu'on met sur vous. Ça peut être un de vos bons petits. Donc, quand tu vas à la banque, il sait que tu allais chercher l'argent. Donc, il met aussi un de leurs membres devant les banques. Donc, cela, il te dit, il est rentré, il a pris. Quand il signale, maintenant, on va voir si tu vas retourner au magasin ou bien si tu vas aller hors de la ville. Ils mettent un de leurs complices après le corridor. Donc, dès que tu dépasses le corridor net, ils ont des motos Apache qui sont rapides ou des véhicules sport rapides. Ils les prennent pour vous attaquer devant. Des échanges qui ont permis d'attirer l'attention des acheteurs lors des mouvements de fonds des coopératives sur le terrain. Depuis l'année passée à cette période, nos compatriotes ont été attaqués à plusieurs reprises. Il y a certains qui ont perdu les sommes de 50, de 90 millions, de 40 millions. Et cette année, grâce à la vigilance de la police, nous sommes un peu en sécurité. Nous souhaitons que cette année soit vraiment une année vierge au niveau des braquages. Les acheteurs issus de la communauté libanaise ont aussi bénéficié des conseils du préfet de police. Ouattara Lansina a fortement recommandé la protection de la police lors des déplacements des fonds. Avec la coordination du premier arrondissement, la police de Daloa a fait un grand travail. On a senti un grand changement. On a constaté, on a vu de nos yeux et on a même assisté au tribunal tous ceux qui ont été arrêtés il n'y a pas longtemps. Écroués de l'autre côté. Ça veut dire que la justice existe. Durant la campagne précédente, plusieurs acheteurs de la région du Haut-Sassandra ont été victimes de braquages. Les acteurs de la commercialisation sont donc appelés à la vigilance. À Soubré, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, on ne parle pas de cacao, mais de la production de l'igname. Dans le village de Lilio, 82 agriculteurs sont formés pour réaliser sur une petite parcelle de très grandes récoltes d'igname. Le projet IAM 6 vient révolutionner les habitudes. Il vise la production d'igname à grande échelle. Soro Corona. Dogbo Rémi pratique la culture intensive de l'igname depuis 3 ans. Les parcelles pour la culture du riz, aliments de base du peuple bété, deviennent de plus en plus rares. Sur au moins 20 mètres sur 10 mètres, le bété peut faire quelque chose de 400 à 500 buts. Les 400 à 500 buts bien traités
ça va nous rapporter beaucoup de choses. Sur une superficie de 10 mètres sur 20, il arrive à produire plus de 5 tonnes d'igname. Cela grâce au projet Igname 6. Les sols se sont dégradés au fil des années suite aux mauvaises pratiques des paysans. Et aujourd'hui, cette dégradation affecte négativement les rendements. Et donc, notre objectif, c'est donc de générer des innovations qui permettront aux producteurs de restaurer cette fertilité de sol. À Koziayo, village de la sous-préfecture de Lilio, ce projet intervient comme une réelle alternative à la lutte contre la sécurité alimentaire. Ça assure la sécurité alimentaire, ça il faut le dire. Aujourd'hui même les gens consomment l'igname comme on le consomme le riz. Aujourd'hui on le consomme. Matin tu te réveilles, tu dis à ta femme, mets-moi de l'igname au feu. À des moments le soir tu dis, bon fais-moi un petit plat de foutou igname. Le riz il faut garer un peu. Le projet encourage la culture intensive de l'igname tout en préservant l'environnement par la mise en œuvre des techniques de gestion de fertilité adaptées aux conditions locales des producteurs. Avant, nous disions que sur une parcelle, on ne peut pas cultiver 2 fois l'igname. Mais avec l'arrivée de Igname 6, nous sommes dans notre 3e année. Et la 3e année, nous ne faisons que donner une bonne production, un bon rendement sur le même site. Ça nous donne d'économie parce qu'avant, quand on récolte un peu le cacao, c'est pour aller acheter de la nourriture. Mais avec l'arrivée de Igname 6, nous avons une autosuffisance alimentaire. Le projet Igname 6 est en expérimentation dans 2 localités du pays, Lilio et Tienougué. Quel bilan 4 ans après sa mise en œuvre avant son extension dans le reste du pays? Nous avons mis en place des systèmes de rotation qui intègrent les légumineuses telles que l'arachide et puis le niébé, qui sont en fait des cultures alimentaires pour ces populations-là. Nous avons également introduit des systèmes de jachère de courte durée. Aujourd'hui, dans les essais qu'on a conduits ensemble avec eux, les résultats sont évidents sur la croissance des plants. À Lilio, déjà 82 producteurs ont été formés à la production, à la conservation et au traitement des semences. L'igname est consommé par 300 millions de personnes à travers le monde. L'igname occupe aussi une place de choix en pays bron. À Tabagne, dans le département de Bondoukou, la célébration de l'Adaye Kessié a permis de mettre en valeur la culture bron. Le peuple magnifie son roi et les grandes composantes du royaume sont présentées aux visiteurs. Serge Coléa. La parade des chefs constitue assurément le moment phare de l'Adaye Kessié. Ces instants de réjouissance populaire donnent de voir toute l'étendue de l'organisation du royaume. Une fois dans l'année, comme celle aujourd'hui, nous sortons nos rois, nous les portons pour que tout le monde entier les voit leur bonne santé, voit qu'ils sont à bon point et qu'ils ne sont pas morts, qu'ils ne sont même pas malades. Au cœur de cette organisation du royaume bron trône le roi Nana Adingra Kwasi Adjman. Le Pinangohini passe en premier parce que c'est le ministère de la Défense. Juste après lui, il y a eu le Foumassahine, qui est le ministère de l'Intérieur. Et après le Foumassahine, vous avez l'Angobiahine, qui est le fils du roi. Après, vous avez maintenant la parade de la cour royale, la Hinifié. Et juste après la Hinifié, vous avez la Kidom. La Kidom qui veut dire arrière-garde. Il faut protéger le roi quand il sort. À travers cette célébration, le commissariat général de l'Adaye Kessié veut créer l'unité, mais surtout sauvegarder et valoriser le patrimoine bron. Nous voulons faire de l'Adaye Kessié une destination touristique mondiale. L'Adaye Kessié, c'est tout le pouvoir politique de notre royaume que nous mettons en place pour que le monde entier puisse voir. Dans le royaume bron, l'Adaye Kessié mobilise toute la communauté. C'est le jour du roi où tous viennent lui faire allégeance, le célébrer et lui dire qu'ils sont intimement liés à lui. Et c'est l'occasion aussi où nous, autres cadres et élus, nous nous retrouvons pour sceller la paix, la fraternité. L'Adaye Kessié est un baromètre pour mesurer le degré de cohésion sociale en pays bron. C'est une occasion de faire le bilan et d'envisager des perspectives pour la paix et le développement du royaume. Une autre célébration de la culture et des traditions nous conduit à Grand Bassam. La Bissa 2018 aura lieu le 10 novembre prochain. Mais avant, une cérémonie de purification de la place Abissa, souillée par des violences post-électorales, est prévue pour le mercredi 7 novembre. Issaïo. La nouvelle est désormais officielle. La Bissa 2018 aura lieu le samedi 10 novembre prochain.
Mais, contrairement aux années précédentes, le volet populaire de la fête se fera qu'en 2 heures à la place Abissa, au quartier France à Grand Bassam. C'est ce qui est ressorti du conclave de plus de 3 heures entre le comité d'organisation et des garants de la tradition Nzima Kotoko. L'Abissa de cette année est très particulier, étant donné qu'il s'agit d'événements particuliers que le peuple a décidé de concentrer l'ensemble de l'Abissa sur une journée. Donc samedi, de 16h à 18h, le peuple viendra autour de l'Edongolé pour célébrer sobrement l'Abissa de cette année, afin qu'on puisse se retrouver et qu'enfin l'année prochaine on puisse donner à l'Abissa toute sa dimension. Bien avant le volet festif, une cérémonie de purification de la place Abissa se fera le mercredi 7 novembre. Place qui avait été désacralisée suite aux violences liées aux élections municipales et régionales du 13 octobre dernier. L'Abissa attire des festivaliers venus de tout le pays et même de l'extérieur, mais ce n'est plus le cas pour le site historique communément appelé Maison de Samori, c'est à Bondoukou. Il a longtemps constitué une curiosité touristique et culturelle, mais aujourd'hui, il tombe en ruine. Serge Coléa. Cet édifice est vieux de 3 siècles, selon Aboubakar Touré, arrière-petit-fils du bâtisseur. D'après les vieux, ils ont dit que la maison a été construite vers 1800. C'était une maison endormie. Le vieux recevait les étrangers dedans. Située dans le quartier de Magalasso, on l'appelle ici Maison de Samori Touré, pour évoquer le passage du résistant ouest-africain à Bondoukou. En réalité, ce n'est pas la maison de Samori. La maison appartient à Boukari Touré, un des chefs du quartier. Aux allures de mosquées de type soudanais, comme on en voit encore à Tombouctou au Mali, l'ouvrage ancien est d'une curiosité architecturale. Quand on a trouvé les maisons là très jolies, les gens venaient visiter. Bon, maintenant, ça tend à tomber, bon, ça nous fait mal. Pendant des décennies, le bâtiment a attiré de nombreux touristes et fait la fierté de Bondoukou. Comme la maison est dégradée comme ça, d'autres viennent, ils restent au dehors là, ils tirent des photos, puis ils s'en vont. Avant, ils viennent demander permission, ils rentrent dedans, ils visitent, tu vois. Oh, maintenant, personne ne vient comme ça. Aujourd'hui, le bâtiment tombe en ruine. Chez nous, on ne s'occupe pas des monuments. Normalement, nos autorités devaient le réhabiliter pour en faire vraiment un patrimoine national. Dans certaines pièces, on trouve même des préservatifs qui en disent long. En 1990, le ministère de la Culture avait envoyé des gens pour restaurer. Bon, à part ça, après 5 ans maintenant, ça commence à être dégradé. Avec l'aide de bonne volonté, Aboubakar Touré a initié une collecte de fonds. Une contribution de 1000 francs CFA pour sauver la maison. L'homme a également le regard tourné vers les autorités compétentes. Pan essentiel du patrimoine culturel et touristique de Bondoukou, ce monument représente à lui seul 3 siècles d'existence qui risquent de disparaître si rien n'est fait pour restaurer l'image d'un des rares sites historiques de Bondoukou encore en vie. Une autre curiosité, mais elle est bien d'actualité, un jeune peintre ivoirien qui réalise des portraits avec du chocolat. Patricia Omouetia est allée à sa rencontre. L'agrotourisme met en relation des producteurs agricoles et des touristes ou des excursionnistes, permettant ainsi à ces derniers de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production à travers l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte. Des touristes curieux de s'initier à l'agriculture ainsi qu'à la découverte de nouveaux produits, notamment le processus de transformation du cacao en chocolat. Ici, dans ces ateliers, Paul, maître chocolatier, nous explique le processus. Le beurre de cacao, c'est une matière grasse exceptionnelle. Elle ne coupe pas le riz. Une histoire qu'il continue de raconter à travers le monde entier dans tous les salons de l'industrie touristique. Des rendez-vous importants pour les acteurs du tourisme qui ont toujours suscité la participation de notre pays, la Côte d'Ivoire, à ces salons. Avec son chocolat, le stand ivoirien est toujours pris d'assaut par des files de dégustation. Le chocolat, certains le dégustent, d'autres le travaillent. C'est le cas d'Elo, portraitiste, jeune ivoirien qui vit en France depuis 2001.
Fruit de l'école des beaux-arts d'Abidjan, il réalise des portraits avec du chocolat. C'est M. Sommé qui m'a fait participer en 2001 au salon du chocolat. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue de créer un dessin avec du chocolat. Oui, les gens aiment bien parce que c'est quelque chose d'original. C'est rare de voir quelqu'un qui dessine avec du chocolat. Et donc les gens apprécient beaucoup. Oui. Il y a de l'engouement en tout cas. Oui. Aujourd'hui, à l'occasion du Salon professionnel du tourisme de Paris, Elo se retrouve sur le stand ivoirien pour faire montre de son savoir. 30 minutes chrono pour faire le portrait de la représentante du ministre du Tourisme à ce salon. Depuis l'enfance, c'est quelque chose qui s'est fait inconsciemment et à la suite, il m'est venu que voilà, je peux en faire mon métier, quoi, je peux en vivre. Je travaille beaucoup sur le visage. Oui, parce que je suis portraitiste et sinon, voilà, ma peinture, c'est ça. Beaucoup sur le visage. Photocopie ou copie conforme? Je suis très impressionnée. Le portrait est très ressemblant. En plus, fait à partir avec du cacao. Et ce sont des activités qui sont à encourager. Des personnalités, des célébrités ont vu leur visage immortalisé par Elo avec le chocolat. Les portraits à base du chocolat sont aussi durables que ceux réalisés avec des pinceaux et des crayons, explique Elo. Environ 50 € pour un portrait avec ou sans la photo. Elo affirme qu'il gagne bien sa vie. Grâce au chocolat, bien sûr. Sur le continent africain, au Cameroun, 82 personnes, dont 79 élèves, ont été enlevées ce lundi à Bamenda, région anglophone du nord-ouest. C'est le plus important kidnapping dans cette région depuis le début du conflit avec les séparatistes. Et cet enlèvement perpétré par des hommes armés non identifiés intervient à la veille de la prestation de serment du président Paul Biya. Au Bénin, l'opposition fait bloc contre le président Patrice Talon. L'ensemble des partis d'opposition exigent le retour immédiat et sans délai des exilés politiques et envisagent la création d'un parti unifié et une liste commune pour les législatives de mars 2019. L'actualité internationale en bref avec Laurent Sachaud et Alexis Ouedraogo. L'ensemble des partis de l'opposition béninoise se lient contre le président Patrice Talon. Elle entend coopérer en vue des prochaines élections dans le pays, en vue de défendre la démocratie. Au nombre de leurs revendications, le retour immédiat des exilés politiques avec la garantie de sécurité et la possibilité de participer à la vie politique. Elle revendique aussi l'abrogation de la loi qui crée la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, une cour spéciale qui ne permet pas de faire appel et qui, selon l'opposition, est une machine pour juger les opposants sous le prétexte de la lutte contre la corruption. À compter du 1er janvier 2019, la Mauritanie ne bénéficiera plus des avantages commerciaux des États-Unis au titre de la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique AGOA. Le président américain estime que le pays n'en fait pas assez pour éradiquer l'esclavage. La décision est tombée au terme d'une revue annuelle qui établit que la Mauritanie ne progresse pas suffisamment dans la mise en place de la protection des droits des travailleurs internationaux dans le pays. Les États-Unis rétablissent à partir de ce lundi 5 novembre un régime de sanctions sévères contre l'Iran. Washington interdit désormais de faire du commerce avec la République islamique qui ne pourra donc plus vendre officiellement son pétrole aux pays étrangers. Une dérogation sera accordée à 8 pays qui pourront continuer dans un premier temps à acheter du pétrole iranien avant de stopper eux aussi tout commerce. Pour l'heure, les États exemptés ne sont pas connus. L'économie iranienne est déjà durement touchée par les premières sanctions américaines qui ont fait chuter la valeur de leur monnaie. On se rend maintenant à Oslo, en Norvège. Le Premier ministre ivoirien y est pour la conférence portant sur le mécanisme de financement mondial. Mais avant, une table ronde s'est ouverte ce matin sur les actions réalisées en matière de santé pour la lutte contre la mortalité de la mère et de l'enfant. Herman Guivet. Le chef du gouvernement ivoirien, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, est à Oslo. Accueilli par la délégation ivoirienne, Amadou Gon Coulibaly, présent dans la capitale norvégienne pour y représenter la Côte d'Ivoire à la conférence pour le refinancement du mécanisme de financement mondial. Une conférence pour mobiliser des ressources domestiques pour le financement des politiques de santé. Aussitôt arrivé, le chef du gouvernement ivoirien rencontre le président du Burkina Faso, son Excellence Roch Marc Christian Kaboré. Il est porteur d'un message du chef de l'État.
Alassane Ouattara. Je suis d'abord venu rendre visite au président Roch-Marc Christian Kaboré, président du Faso, pour lui transmettre les salutations fraternelles du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara. Vous savez que le président Roch-Marc Christian Kaboré est l'invité d'honneur de cette conférence de reconstitution au niveau du Fonds global. Et à ce titre, il avait adressé une invitation au président Ouattara pour être ici à Oslo et le chef de l'État m'a désigné pour le représenter. Donc avant de rentrer dans mes activités, il était un devoir pour moi de venir le saluer et lui transmettre les salutations du président Ouattara. Nous avons, ce qui nous concerne, à prendre la parole pour dire ce que la Côte d'Ivoire fait en matière de santé, en matière de nutrition, pour les femmes, pour les enfants et les adolescents. Et plaider naturellement pour que la politique ambitieuse du gouvernement, sous la haute autorité du chef de l'État, puisse être soutenue, notamment par le Fonds mondial. Tel est l'objet de notre présence ici à Oslo. Face donc aux bailleurs de fonds, Banque mondiale et Fondation Melinda et Bill Gates, et devant les représentants venus de plus de 50 pays du monde, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly fera l'écho des actions engagées par le gouvernement ivoirien pour réduire le taux de mortalité des femmes et des enfants. Et c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne fin de soirée et je vous retrouve demain mardi pour un nouveau 20h sur RTI 1.